Donc Philippe, bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour. Alors vous êtes le dernier entraîneur à avoir dirigé l'équipe marocaine, c'était il y a 2 ans, lors d'un match de classement à Rabat, lors de la CAN. Qu'en est-il exactement de votre situation, parce que vous êtes là avec l'équipe de France féminine maintenant. Que s'est-il passé entre-temps? Entre-temps, il s'est passé que je cours toujours après mes indemnités marocaines. J'ai relancé plusieurs fois, la fédération, ainsi que les gens du ministère, du comité olympique. Donc on m'a toujours fait savoir ce jour que ces indemnités se régleraient, mais voilà, on essaye dans le temps peut-être de m'épuiser, de faire en sorte que je puisse lâcher l'affaire pour éviter de prétendre à ce qui est mon droit et mon dû. Donc je lâche pas et je me bats au quotidien dans un combat à distance qui n'est pas facile, parce que c'est pas évident lorsqu'on n'est pas à côté de pouvoir récupérer ce qu'on doit. Mais aujourd'hui, voilà, mon devoir est de faire respecter le contrat et le travail que j'ai fait là-bas. Et pourtant sur le plan sportif, le résultat était plus que positif avec votre travail effectué. Ouais, c'était un résultat très positif, puisque la CAN, pour ceux qui ont vu les images et qui ont vu les matchs au Coé des Échos, les salles, on a réussi à les remplir. On a créé un réel engouement autour de ça, malgré une préparation très tardive là-bas et un championnat marocain qui est un peu délicat sur 3-4 mois, où c'est pas réellement un vrai championnat. Les joueurs qui étaient à court de forme, on a réussi à terminer quand même 4e de la CAN, et moi j'espérais justement compter sur cet engouement pour pouvoir derrière développer et travailler le handball au Maroc, structurer les clubs et se donner les 2 ans qui étaient les nôtres suite à cette dernière CAN pour pouvoir préparer cette CAN algérienne dans de meilleures conditions. La suite en était autrement. Je pense avoir été utilisé à des fins personnelles, à des gens là-bas qui souhaitaient justement avoir un résultat pour masquer d'autres carences et qui ne sont pas forcément des vrais acteurs du handball. Alors comment se sont passés les premiers contacts pour vous faire signer au Maroc, et surtout est-ce que vous pensiez un instant que cette situation dans laquelle vous êtes retrouvé était possible? Je pensais pas du tout que cette situation pouvait arriver, parce que si je me suis engagé là-bas, c'est que je croyais dur comme fer à ce projet. C'était un pays de handball. Dans le temps, c'était quand même une culture référence, le Maroc, dans le pays du Maghreb. Donc je pensais que là-bas, il y avait un gros travail à faire. Il y avait aussi, une proximité avec la langue, avec la culture française qui me permettait aussi de pouvoir m'y intégrer. Maintenant, les contacts se sont faits via la Confédération africaine qui souhaitait justement développer le handball au Maroc, qui s'est rapproché de la Fédération française et qui a sollicité un cadre. Donc la Fédération française à l'époque m'a sollicité. C'était au mois de septembre 2011, et puis donc de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer ces dirigeants, essayer d'entendre leurs projets, et moi aussi je me suis situé non pas sur la CAN. La CAN était, une première marche, mais je voulais plus m'inscrire dans le temps, où à travers cette CAN, je souhaitais vraiment redynamiser et structurer, l'ensemble du handball marocain. Malheureusement, l'histoire s'est terminée autrement. Donc alors, vous êtes retrouvé avec un groupe de joueurs du championnat local. Il y a aussi les joueurs marocains qui évoluent en France. Est-ce que ça a été d'abord difficile de se réapproprier les joueurs évoluant ici et de créer un groupe avec les joueurs locaux et les joueurs d'ici en fait? Déjà, je pense que il a fallu déjà avant tout mon engagement au Maroc. J'avais pris déjà quelques garanties avec les joueurs locaux, les joueurs marocains qui évoluent en France. Moi j'ai entraîné pendant plus de 15 ans en France, donc je connaissais quand même pas mal de joueurs marocains. Sans me cirer un peu les chaussures, je pense qu'il y a pas mal de joueurs marocains qui sont venus dans la sélection du fait que j'étais présent, notamment un joueur comme Sofiane Sayad qui était jamais venu jusqu'au préalable. Voilà, un gardien d'expérience comme Idrissi et d'autres joueurs qui ont adhéré au projet. Rappeler aussi des anciens comme Ahmed Aouari, comme Khaledi Magri, qui eux avaient fait aussi tirer un trait sur la sélection avec tout le passé qu'ils avaient connu. Ils sont venus parce que moi j'aurais vendu ce projet en disant que je croyais dur comme fer à cette restructuration, à ce développement du handball. Donc ils ont, comme des grands frères, ils ont voulu reparticiper à cette aventure, encadrer, les joueurs locaux, parce que ces joueurs locaux ont des qualités, sauf que c'est des qualités aujourd'hui qui sont en sommeil. Ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de références, et ces jours-là étaient là comme des grands frères pour pouvoir les accompagner. Ce qu'ils ont fait, admirablement, avec une ambiance extraordinaire qu'il y a pu avoir entre des joueurs locaux et des joueurs qui sont un peu plus professionnels. Malheureusement, derrière tout ça, je pensais faire profiter de toute cette expérience pour pouvoir dynamiser ces joueurs-là et avancer dans le projet. Et une fois au Maroc, une fois que tous les joueurs étaient là, vous êtes appuyé uniquement sur les joueurs évolués en France, qui ont la même culture du handball que vous? Oui, c'était une manière aussi de pouvoir structurer le groupe, le dynamiser, leur faire comprendre quelles étaient les attentes si on voulait avoir du sport de haut niveau. Ces joueurs ici connaissent bien les attentes, des choses toutes simples.
Des fois, j'ai été confronté au début au Maghreb, je veux dire, on partait à 9h l'entraînement, des fois à 9h il n'y avait personne, les joueurs arrivaient à 9h15, 9h30, donc il a fallu mettre de la discipline. Donc ils ont compris le message, alors certainement par le fait aussi que j'étais un entraîneur qui n'était pas local et étranger, donc il y a eu ce respect, mais le fait d'avoir aussi des joueurs qui venaient de France et qui ont pu aussi aller dans mon sens au niveau du message, ça m'a aidé et ça leur a permis aussi de comprendre aussi aujourd'hui quels étaient les moyens pour pouvoir réussir. D'accord, donc là on ne sait pas si l'équipe du Maroc reprend les stages, s'entraîne, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que s'ils participent à la CAN, ils peuvent refaire ce que vous avez fait vous en 2012, c'est-à-dire atteindre les demi-finales? Ça va être très complexe déjà parce que faire une CAN à domicile c'est un événement déjà extraordinaire. Après il y a un engouement qui se crée autour, vous avez un public. Moi j'ai vécu des moments des fois dans la CAN qui étaient un peu difficiles et le fait d'avoir un soutien, le public derrière qui pousse, ces gens qui sont là, votre famille, vos amis qui sont dans les tribunes, c'est toujours des moments particuliers où les joueurs arrivent à se transcender. Maintenant qu'on se retrouve dans un autre pays, dans un contexte un peu plus particulier, un peu plus en difficulté, s'il n'y a pas réellement un passé, une histoire entre les joueurs, le groupe, l'entraîneur, ces moments-là sont vraiment des moments très révélateurs où le groupe peut craquer et que quand je sais aussi que les joueurs là-bas par moments sont un peu faibles et s'ils ne sont pas réellement encadrés, ça risque de poser un problème. Et pas de chance pour vous, l'année dernière vous terminez 4e, cette année le 4e partira au mondial. Oui, après quelque part, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Dire bon, aller dans un mondial, c'est bien. Maintenant, si on doit courir après les sous, sur la structuration pour pouvoir amener cette équipe et juste de faire de la figuration, je pense que c'est pas aussi l'objectif. Aller dans une compétition, c'est un honneur et quelque part, lorsqu'on représente un pays, son drapeau, on se doit de porter des couleurs le plus haut possible et les représenter au mieux. Donc une fois que vous avez votre groupe sur le terrain, c'était plutôt quoi votre philosophie en défense? En 6-0, 5-1 par rapport à l'Algérie qui nous on joue en 3-3 en avancée? On a beaucoup travaillé sur une défense 3-2-1, après on est parti sur une défense 0-6 et après on est parti sur une défense 1-5. Et moi la culture que j'ai essayé de leur imprégner à cette équipe, c'est de leur faire comprendre que il y avait des joueurs cadres, mais que si on voulait aller dans la compétition, il fallait se reposer sur l'ensemble des joueurs et que l'enchaînement des matchs et la fatigue qui allait permettre aux différentes équipes de faiblir, nous on ne devait pas l'avoir et que chacun devait avoir un rôle. Alors sur le premier match on a Sofiane Sayad qui se casse le nez, Hicham Hamadi a repris le relais derrière, d'autres joueurs ont repris le relais, sur l'Angola Idrissi passe à travers sur les 10 premières minutes, c'est Choro qui fait le deuxième gardien qui fait le match derrière. Je pense qu'il a fait notre force, c'est qu'il y a des joueurs qui sont sentis concernés, contrairement à d'habitude où j'ai eu quelques tensions dans la préparation avec les joueurs marocains parce qu'ils ne comprenaient pas des fois pourquoi ils ne jouaient pas. Il a fallu faire passer ce message aussi, qu'à un moment donné, chaque joueur avait son utilité, même 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure, voire pas du tout. Même sur le banc, c'est aussi avoir un rôle, mais que sur la compétition, chacun avait un rôle important à tenir pour que l'équipe soit toujours fidèle à une ligne de conduite et pour atteindre les objectifs donnés. Et lorsque vous étiez donc à cette CAN, vous avez vu Sofiane être blessé, il y a aussi Mourkhani, le pivot d'Algérie, qui reçoit un coup contre le Cameroun. Vous n'avez pas été, entre guillemets, un peu effrayé par l'agressivité de certaines équipes? J'ai été vraiment, quand j'ai vu ce match entre l'Algérie et le Cameroun, j'ai été vraiment hors de moi. Ce que j'ai vu, c'est vraiment un attentat. Et aujourd'hui, je trouve un peu dommage, il y a des règles internationales, que malheureusement ces joueurs-là ne soient punis que dans le cadre de cette compétition et qu'il n'y ait pas des extensions à des championnats. Parce que ça sort du cadre du sport. Sur le match Algérie-Cameroun, je veux dire, la protection du joueur n'a pas du tout été assurée. Alors, il y a des équipes aujourd'hui, il y a des équipes qui se comportent comme ça. C'est comme partout, on essaye de faire des tests. Si à un moment donné, les gens qui sont habilités à gérer un match ou à encadrer un match ou les instances sportives qui sont à même de prendre des décisions ne prennent pas les bonnes décisions, ça autorise les gens à avoir ces comportements-là et à continuer comme ça. Donc il faut être bienveillant et surtout faire attention des fois à ne pas faire trop de politique lorsqu'on désigne des arbitres et toujours s'assurer d'avoir les bonnes personnes pour pouvoir diriger les matchs. Justement, en parlant de désignation, il y a la Tunisie et l'Égypte qui font une demande de changement de règlement. Ils disent que le pays hôte, donc l'Algérie, là, sera favorisé. Qu'est-ce que vous pensez de ce cirque africain, on va dire, où chaque année il y a ce genre de triste spectacle? Écoutez, sur la CAN dernière, le problème a été le même, puisque nous on était dans la poule avec la Tunisie et qu'on a retrouvé la Tunisie en demi-finale. Je sais qu'à l'époque, l'Algérie et l'Égypte, s'étaient offusqués le fait que des équipes qui soient dans la même poule puissent se retrouver en demi-finale. D'ailleurs, l'Algérie et l'Égypte ont fait match 34-34 en
s'offrant le match. Ouais, une parodie de match parce que après les instances aussi, à un moment donné, il faut qu'elles réfléchissent pourquoi à un moment donné l'Algérie et l'Égypte ne se sont pas livrés sur un match. C'est qu'à un moment donné, voilà, ils voulaient pas s'entamer, ils savaient qu'à un moment donné ils allaient se retrouver et que bon, dans ce combat-là, il fallait voilà économiser, j'irais les forces sur une compétition qui est difficile puisque c'est 8 matchs en 10 jours. Donc voilà, faut aussi réfléchir à un moment donné aux formules de compétition pour éviter justement ce genre de dérive. Donc la réponse qui avait été donnée lors de la dernière CAN, c'est que la compétition ayant commencé, on pouvait pas changer le règlement. Voilà, donc là, ils s'y sont pris en connaisseurs les uns et les autres un peu plus tôt. Je ne sais pas quelle sera la requête, mais il est certain que bon, voilà, ça serait bien de réfléchir à ces problématiques-là. Et donc, pour parler encore de l'Algérie-Égypte, vous avez vu la demi-finale. Un mot sur cette fin de match où l'Algérie qui perd d'un but en 10 secondes, on ne sait pas par quel miracle, égalise et par un cadeau de l'Égypte qui repart à l'attaque, on ne sait pas pourquoi. L'Algérie marque. Ah non, mais c'était un match, moi j'y étais, on enchaînait derrière le match contre la Tunisie, c'était vraiment un match énorme, voilà, où à aucun moment donné on pouvait penser que l'Égypte allait perdre ce match. Plus un, temps mort, l'entraîneur algérien qui a quand même joué son batou, il sort le gardien et joue avec un joueur de plus, donc voilà, il y a une prise de risque qui a payé. Derrière, un engagement qui se fait un peu rapidement, un peu de précipitation, une balle qui traîne, voilà, et puis voilà, une contre-attaque qui permet, j'irais, à l'ailier droit algérien qui jouait à Cherbourg à l'époque, oui, Omar Ben Ali, Omar Ben Ali de pouvoir marquer et de s'offrir sur le gong, j'irais, une finale qui était une minute un peu plus tôt inespérée. Ah, c'est la magie du sport, du handball qu'on aime quand même. Oui, c'est ce qui rend les moments forts du sport, l'incertitude, où on pense qu'un match est gagné, et puis au dernier moment, le match il bascule dans l'autre sens. Et comme quoi, rien n'est acquis. Même si l'Égypte était une grosse équipe qui se présentait, j'irais, en prétendant de gagner cette place, j'irais, pour aller en finale, voire même aller aux Jeux Olympiques. Comme quoi, tout peut arriver. Tout peut arriver, donc la Tunisie en finale, là ça a été beaucoup plus dur pour l'Algérie d'espérer les battre. On a même vu que les hommes d'Alain Porte menaient de 10 buts, le match était plié. Alors maintenant Alain, c'est votre collègue, l'entraîneur de l'équipe de France. Un mot sur son travail en Tunisie. Je crois qu'il a fait un gros travail, il est arrivé derrière avec, j'irais, où il y avait quand même un groupe qui était fort de certains joueurs qui sont partis jouer en France. Il a su s'appuyer sur ce groupe et puis en parallèle aussi de mener un travail sur les équipes jeunes. Je pense qu'il y a eu une bonne décision lorsqu'il a pris en charge aussi parallèlement l'équipe de Tunisie A et les juniors, où il est parti au championnat du monde. Il a permis à ses joueurs, voilà, de s'épanouir, de le connaître, de pouvoir se familiariser à ses méthodes et de pouvoir les intégrer petit à petit dans l'équipe A pour renouveler l'effectif. Et aujourd'hui, avec tout le succès qu'on a pu voir derrière, à la fois je dirais sur les Jeux Olympiques et sur les championnats du monde. Là, le championnat du monde, c'était le premier tour, c'était magnifique. La première défaite face à la France de 2-3 buts, je crois, c'était un match vraiment de grande intensité. Ouais, grande intensité. La France, il les a souvent titillés, à la fois j'irais sur les championnats du monde, même aux Jeux Olympiques où il y a quelques décisions voilà, qui auraient pu permettre à la Tunisie d'espérer mieux. Donc voilà, il a su donner un jeu alléchant, il a su utiliser un maximum, j'irais, les joueurs avec les qualités de chacun. Et c'est tout à son honneur. Le travail qu'il a fait là-bas, il laisse un bel héritage à son prédécesseur avant qu'il prenne la Tunisie à Senafendic. Maintenant, voilà, il y a une nouvelle CAN qui s'ouvre avec, je dirais, une Égypte aussi. Moi, j'ai vu des juniors égyptiens voilà, qui sont pas mal aussi. L'Algérie, je sais pas trop où ça en est voilà, en ce moment. Ça laisse présager, je dirais, une belle CAN, même si cette CAN, elle est pas il n'y a pas des Jeux Olympiques derrière, il y a quand même un championnat du monde. Et puis le titre quand même de gagner un championnat d'Afrique, c'est pas la moindre des choses. Et donc là, vous avez affronté Alain Porte 2 fois au Maroc. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes imaginé que vous allez vous retrouver en duo avec Alain, entraîneur d'une équipe de France féminine? Jamais. On s'est côtoyé longtemps en tant que joueur, en tant qu'entraîneur de club. Après, on a eu des destins un petit peu différents. Lui à la tête de Tunisie, moi de la Maroc. Voilà, jamais j'aurais pu penser qu'à un moment donné, je serais avec lui sur une équipe nationale qui plus est féminine.
Voilà, donc c'est une belle expérience, un nouveau challenge avec de beaux défis à relever derrière. Alors avant de poursuivre avec l'équipe de France, après le Maroc, vous avez eu des contacts avec la fédération tunisienne pour l'équipe de Tunisie féminine, c'est bien ça? C'est ça, ouais. J'ai eu quelques contacts avec la fédération tunisienne, voilà, pour entraîner les filles. C'était un challenge aussi qui m'intéressait. Ça me permettait aussi de retrouver Alain là-bas et de pouvoir mener aussi un travail commun, mais bon sur des filles et sur des garçons. Voilà, ça s'est pas fait. Il y a d'autres choix qui se sont faits. Ça m'a permis moi de regarder ici, de voir d'autres projets et puis la fédération française est arrivée. Alain m'a proposé de devenir adjoint. Ça m'a quand il m'a appelé, j'ai été surpris déjà qu'il m'appelle et qu'il pense à moi. Et ça m'a fait très plaisir et j'ai pas hésité longtemps pour dire oui. Alors on est entraîneur principal, on se retrouve adjoint. Pour moi l'important c'est de travailler avec qui on travaille et les projets qu'il y a derrière. Alors ce n'est pas difficile d'arriver après 15 ans de présence de Olivier Crumbles et avec le palmarès qui est le sien, prendre le relais. Alors c'est quoi? C'est être dans la continuité de ce qui se faisait avant ou on apporte quelque chose de nouveau, on change les choses? Je pense que la continuité c'est d'être présent toujours dans le haut niveau, d'être présent dans les résultats. Après, faut quand même jouer avec ses idées, avec sa manière d'être et pas forcément avec les autres. Donc on a avec Alain réfléchi un petit peu à pas mal de choses. On a essayé progressivement, dans le peu de temps qui nous était octroyé, puisque sur le premier regroupement avant le France-Slovaquie, on a eu les filles que 3 jours. Voilà, donc en 3 jours, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à mettre des nouvelles méthodes en place sans pour autant perturber et bouleverser les filles. Donc on y arrive progressivement, on essaye de mettre petit à petit notre patte sur cette équipe et de faire en sorte qu'elle puisse adhérer au maximum à nos idées de jeu. Alors tous les deux vous avez entraîné des sections masculines dans des pays, la Tunisie, le Maroc, c'est le Maghreb, c'est un tempérament bien spécial. Et là, entraîner des filles, est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que c'est plus compliqué? C'est pas compliqué, pas plus compliqué que les garçons. Je pense que ce qui est important aujourd'hui pour un entraîneur, c'est de faire part de pédagogie, de psychologie. C'est même dans une équipe de garçons, vous avez des caractères qui sont différents. Vous avez des gens que vous devez gérer de manière différente, des gens qu'il faut brusquer pour qu'ils puissent aller à la performance, des gens qu'il faut caresser plus dans le sens du poil parce que vous risquez de les perturber. Voilà, on est avec des filles, donc il suffit de connaître les gens avec qui on travaille, comment on s'adresse et essayer de voir un petit peu les qualités des unes et des autres et de faire en sorte de les amener au maximum de leur performance. Donc après c'est juste le côté masculin-féminin, mais le handball reste le handball. Alors pour rester encore avec le Maghreb, hier vous avez joué contre la Tunisie, une victoire facile on peut dire? Oui, victoire facile, les Tunisiennes arrivaient. Bon, il est certain que nos joueuses sont quand même dans un rythme de championnat qui est totalement différent de ce qui est en Tunisie. Elles ont l'habitude chaque week-end d'avoir des confrontations qui sont quand même assez ardues. On a certaines joueuses qui jouent à l'étranger, même si je sais qu'en Tunisie, il y a quand même aussi des joueuses qui jouent à l'étranger, mais voilà, on a quand même un groupe beaucoup plus étoffé. Je pense que les Tunisiennes sont plus là pour se préparer en vue de la CAN et de se servir du mondial pour essayer d'avancer dans le projet. Il vous reste encore 3-4 matchs amicaux, dont le tournoi de Paris. Et ensuite, une fois en Serbie, l'objectif de l'équipe? On va dire l'objectif, on va prendre un objectif qui va être très court et ça va être de passer ce premier tour. Même si on est dans un groupe où il y a 2 équipes à première vue qui devraient être derrière nous, qui sont, je dirais, la République démocratique du Congo et la République dominicaine. Après, il faudra se classer le mieux possible dans ce groupe puisque les 8e de finale vont nous faire rencontrer en fonction de notre place si on est 4e un premier, un 3e un 2e, etc. Donc après c'est des matchs à élimination directe. Donc voilà, donc il faudra arriver sur 2e tour si on y est avec des certitudes, avec un maximum de fraîcheur. Et puis après c'est des matchs coup près où c'est le mental aussi qui va faire aussi la différence. Donc c'est prudence on va dire. On va dire prudence, c'est un groupe nouveau parce que on n'a pas beaucoup d'histoires communes entre nous et puis le groupe. On arrive dans un groupe quand même où il y a eu quelques blessés, quelques filles qui ont eu des maternités, donc un groupe aussi qui est amputé de quelques joueuses et pas des moindres. On a lancé des jeunes dans le bain parce qu'il nous semblait opportun depuis le mois d'août, depuis qu'on a suivi avec Alain la préparation des clubs ainsi que les différents matchs de championnat et les tournois amicaux de voir un petit peu les forces qui étaient en présence. Quelques jeunes nous ont sauté aux yeux et il nous semblait opportun, j'irais dans ce nouveau contexte et notre arrivée, de pouvoir aussi donner la chance à ces jeunes pour pouvoir étoffer ce groupe et le faire grandir et le faire mûrir dans le temps. Donc on ne se met pas la pression pour les filles. Il ne faut pas se mettre la pression tout de suite. On a un objectif qui est Rio 2016 avec une médaille.
Donc il faut essayer d'avancer dans cet objectif le plus sereinement possible, voilà, en acquérant chaque jour un peu plus de maturité, un peu plus de relations de complicité entre les joueuses et les coachs, et puis d'ici quelques années, d'ici les 3 ans, d'arriver à l'objectif qui nous est assigné. Donc une fois que le mondial sera passé, ce sera la CAN en Afrique. Est-ce que vous avez jeté un petit coup d'œil quand même aux résultats? Écoutez, moi je suis toujours étonné quelque part quand je vois les clubs ici qui vont sur les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Je pense qu'à la CAN, il y a de beaux joueurs et il y a de belles joueuses qu'on a tendance à mettre un petit peu de côté. C'est des joueurs à l'état brut, mais ça mérite grandement de s'y intéresser. Très bien, bah écoutez Philippe, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance avec l'équipe de France, puis bon courage pour le reste avec le Maroc. C'est gentil, merci, bonne continuation à vous.